Bon, on a eu beaucoup de joie et d'excitation, et donc je propose qu'on passe à l'exposé suivant. Donc je donne la parole à Sébastien Miravette. Merci. Bon, je voulais d'abord commencer par remercier Flora Bastiani, Corinne Odo et Jean-Michel Zansky qui ont organisé ce très beau colloque. Voilà. Donc cette intervention est, pour ainsi dire, le prolongement de celle de l'an dernier. Voilà, je vais en plus tisser un pont avec le colloque de l'an dernier. L'opposition entre le qualitatif et le quantitatif traverse la pensée occidentale depuis l'Antiquité. Elle sert communément à tracer une ligne de démarcation entre le sensible et l'intelligible, entre le vécu fluent et les objets mathématiques, entre les arts et les sciences. Il semble impossible, en effet, de concevoir une qualité quantitative ou une quantité qualitative. Réunir ces deux concepts reviendrait à formuler une contradiction. Au début du XXe siècle, le bergsonisme est sans aucun doute en France le meilleur représentant de cette importante tradition philosophique qui préfère la qualité à la quantité. Pour ce courant de pensée, notre expérience ne se laisse pas décrire à l'aide des mathématiques. Elle est bien trop mouvante et hétérogène pour ressembler aux éléments stables et homogènes des nombres. Quant au vivant, il se révèle animé par des puissances créatrices dont la forme dynamique échappe aux modélisations scientifiques. Même la matière inorganique paraît tissée de force et d'ondes et demeure semblable sur ce point à notre vécu. Le bergsonisme revient toujours à militer pour la dimension exclusivement qualitative de l'être psychique, vital ou matériel. Mais cette réduction du quid à du qualitatif, c'est-à-dire de l'essence d'une chose à une multiplicité sensible, a pour conséquence de neutraliser toute forme d'explication. Une philosophie exclusivement qualitative peut décrire l'être de notre vécu, du vivant ou de la matière, cependant, elle ne peut rien nous apprendre sur leur fonctionnement. Nous voudrions montrer qu'à la suite de Jean Kelevitch, Lyotard et Deleuze ont bâti implicitement leur philosophie sur ce même constat. Adhérer au bergsonisme, c'est renoncer à élaborer une philosophie explicative. Dénumériser le quid, déquantifier l'être, accorder l'essentiel au qualitatif, nous empêche de rendre compte de la genèse des phénomènes. L'on ne peut expliquer d'un côté et de l'autre réduire l'être au qualitatif. L'explication appartient au domaine du quantitatif. Aussi, deux options s'offrent à nous. Premièrement, revendiquer que la tâche de la philosophie n'est pas d'expliquer, mais de préserver le qualitatif. Deuxièmement, conserver le rôle explicatif de la philosophie et réintégrer le quantitatif. C'est pourquoi la philosophie française s'est retrouvée à partir de ce constat devant deux possibilités. Première possibilité, assumer la dimension exclusivement qualitative du quid et rompre avec le bergsonisme explicatif de Bergson. Deuxième possibilité, conférer au quid une dimension qualitative et une dimension quantitative, sans chercher à les réunir, puisqu'elles sont inconciliables, et retirer ainsi au bergsonisme la thèse selon laquelle l'être serait seulement qualitatif. Autrement dit, ces auteurs ont eu à choisir entre un bergsonisme non explicatif et un bergsonisme mutilé, entre une philosophie non explicative méfiante à l'égard du caractère envahissant du quantitatif et une philosophie explicative soucieuse de sauver la dimension qualitative de l'être, mais contrainte pour cette raison de penser ensemble deux notions contradictoires, le qualitatif et le quantitatif. En d'autres termes, résister avec le qualitatif ou jongler avec le qualitatif et le quantitatif. Résister ou jongler. Nous voudrions montrer que l'esthétique de Lyotard est à la suite de la philosophie de Jean Kelevitch, une esthétique fondée sur cet acte de résistance, alors que la philosophie de Deleuze est une philosophie fondée sur cet acte de jonglage. Pour le dire autrement, résister à la tentative de réintégrer le quantitatif et assumer de réduire la philosophie à un témoignage, jongler avec le qualitatif et le quantitatif dans l'espoir de ne pas avoir à sacrifier la dimension qualitative de notre vécu d'une part et d'autre part la tâche explicative de la philosophie. Pour commencer, nous devons tâcher de comprendre pour quel motif le qualitatif et le quantitatif sont traditionnellement disjoints en philosophie
et pour quelles raisons ils le sont encore au XXe siècle. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, aucun intellectuel n'a encore véritablement l'idée de les dissocier. Les objets mathématiques et les objets physiques ne sont qu'une seule et même chose. Il faut se souvenir en effet qu'à cette époque, les mathématiques constituent essentiellement une praxis, on les utilise pour opérer un certain nombre de mesures. Or, toute mesure repose sur l'emploi d'une unité de mesure. Au moyen de celle-ci, nous pouvons mesurer que telle grandeur, alors une grandeur c'est une longueur, une surface, un volume, une durée, enfin tout ce qui s'étend dans l'espace ou dans le temps. Donc nous pouvons mesurer que telle grandeur contient un certain nombre de fois telle ou telle unité de mesure. Supposons que je parvienne à reporter 5 fois une corde rouge dans une corde bleue, je peux alors considérer qu'une corde bleue vaut 5 cordes rouges. Ma corde rouge est alors mon unité de mesure et je peux grâce à elle mesurer des cordes. Malheureusement, je ne vais pas réussir à mesurer toutes mes cordes à l'aide de ma seule corde rouge. Par exemple, certaines cordes seront plus longues que 4 cordes rouges, mises bout à bout, mais plus courtes que 5 cordes rouges. Elles ne contiendront donc pas un certain nombre de fois une corde rouge. Je ne parviendrai donc pas toujours à mesurer mes cordes en recourant uniquement à des cordes rouges. Il faut donc retenir que l'acte de mesurer consiste toujours à chercher une unité de mesure commune à un ensemble de grandeurs. C'est pourquoi il véhicule implicitement la thèse métaphysique selon laquelle toutes les grandeurs de notre univers pourraient être mesurées à l'aide d'une unique unité de mesure. La grandeur commune à toutes les grandeurs, la fameuse monade pythagoricienne. Considérer que toute grandeur est le multiple d'une même grandeur commune à toutes les grandeurs, que toute grandeur est un certain nombre de fois cette grandeur de base, cette monade, nous conduit nécessairement à cette double conclusion. Première conclusion, le quid est finiment petit, il ne se divise pas indéfiniment, au bout d'un moment la division s'arrête, il n'y a rien de plus petit que la monade. Seconde conclusion, le quid ne se divise pas arbitrairement, nous pouvons diviser le quid, mais uniquement si notre lame s'insère entre deux monades, comme entre les deux articulations d'un être vivant. Autrement dit, l'idée de mesure nous suggère une conception arithmétique de l'univers dans laquelle ce dernier est finiment petit et articulé. Il importe alors de remarquer que l'observation empirique confirme cette conception arithmétique. Non seulement personne n'est capable de diviser sans cesse une grandeur, même la lame la plus fine ne parviendra à trancher les morceaux les plus petits qu'elle aura réussi à produire, mais surtout nous constatons que les objets ou les animaux possèdent des articulations. En d'autres termes, nous ne pouvons pas les diviser comme bon nous semble. Un bon boucher dépaisse une pièce de viande sans grand effort. Il connaît les endroits où son couteau se faufile aisément et ceux qu'il faut éviter. Autrement dit, la division semble possible à certains endroits et impossible dans d'autres. Il existe donc des lieux qui ne cèdent pas. La division n'est pas, par conséquent, jamais arbitraire. En définitive, nos perceptions nous présentent un univers finiment petit et articulé. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs n'ont donc aucune raison de dissocier la qualité et la quantité. Le boucher éprouve les articulations du quid. Il sent les ondes de résistance et de passage. L'indivisibilité renvoie à la sensation d'une résistance. Le qualitatif nous présente donc un univers finiment petit et articulé, au même titre que le quantitatif. C'est pourquoi le qualitatif et le quantitatif ne sont qu'une seule et même chose. Aux divisions que le boucher parvient à pratiquer correspondent les divisions que l'arithméticien réussit à effectuer. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les pythagoriciens découvrent les grandeurs incommensurables. Deux grandeurs sont incommensurables s'il n'existe pas de grandeur commune pour les mesurer. Aucune monade ne peut recomposer à la fois le côté d'un carré et sa diagonale. L'idée pythagoricienne de tout mesurer à l'aide d'une monade fondamentale s'écroule. Par conséquent, la division n'a plus de raison de s'arrêter. Il n'y a plus de monade pour empêcher une division sans fin. Les grandeurs incommensurables anéantissent la monade pythagoricienne et permettent l'apparition de l'idée de l'infiniment petit. Le quantitatif devient le théâtre d'une abîme sans fond, d'une division indéfinie. L'apparition de l'infiniment petit ne bouleverse pas seulement les mathématiques. C'est là où ça devient intéressant pour la philosophie. Elle est un événement pour la philosophie. En effet, quelle que soit ma conception du quid,
ma conception de l'essence des choses, je dois m'en faire une image. Or, toute image est une grandeur. Les cellules d'un arbre sont des grandeurs, les particules élémentaires de la matière sont des grandeurs, etc. Considérer que l'être est ceci ou cela revient à le penser comme s'il était une grandeur. Même une émotion s'étale dans le temps et forme une grandeur de temps. Par conséquent, il est impossible de penser que l'être est ceci ou cela, puisqu'il est impossible qu'il soit une grandeur dans la mesure où toute grandeur est indéfiniment divisible. L'infiniment petit nous interdit toute détermination du quid. Nous pouvons savoir que l'être a une existence, mais nous ne pouvons connaître son essence. Dès que nous pensons que l'être est ceci ou cela, tel ou tel étant, nous lui conférons une grandeur. Mais cette grandeur se divise en sous-grandeurs qui se divisent à leur tour de telle sorte que l'essence d'une chose finit toujours par se dissoudre. Les choses ont bel et bien un être, mais cet être ne peut pas être un étant. Parménide est le premier philosophe à le comprendre et à instaurer la coupure entre l'être et l'étant. L'être est cette essence de l'étant, ce quid, dont le contenu nous échappe. Nous pouvons dire que l'être n'est pas un étant, nous pouvons exprimer ce qu'il n'est pas, mais nous ignorons ce qu'il est. Toute tentative de dire ce que l'être reviendrait à le comparer à un ou plusieurs étangs et à lui attribuer une ou plusieurs grandeurs. Autrement dit, nous pouvons supposer que c'est la découverte en mathématiques des grandeurs incommensurables qui permet d'inventer en philosophie la séparation entre l'être et l'étant. Cette séparation opérée par Parménide et ses disciples devait entraîner une réaction. Certains philosophes n'ont pas renoncé à penser l'être avec l'étant. Ils ont alors eu l'idée de rendre certains étangs indivisibles. Les atomistes ont été les premiers à distinguer la division dans les objets physiques et la division dans les objets mathématiques. Les objets mathématiques ne présentent plus aucune image de l'indivisibilité. Tout se divise, se morcelle. Il n'existe donc plus qu'un seul domaine à partir duquel penser l'indivisibilité, c'est la sensation. L'épreuve d'une résistance physique ultime, d'un atome que nul effort physique ne peut rompre. Ils ont ainsi annulé la séparation entre l'être et l'étant, par la mise en place d'une nouvelle séparation au sein de l'étant lui-même entre le qualitatif et le quantitatif, entre ce qui deviendra le sensible et l'intelligible chez ces auteurs. Il existera des étangs infiniment divisibles et fictifs, les objets mathématiques, et des étangs finiment petits. C'est pourquoi nous formulons l'hypothèse suivante. La dissociation du qualitatif et du quantitatif, du sensible et de l'intelligible en philosophie, résulte de l'apparition des grandeurs incommensurables en mathématiques. La découverte des grandeurs incommensurables entraîne celle de l'infiniment petit, qui entraîne celle de la coupure entre l'être et l'étant, qui, par réaction, entraîne celle de la coupure entre le qualitatif et le quantitatif, entre le sensible et l'intelligible. Les Grecs n'espèrent plus recomposer toute grandeur à l'aide d'une unité commune. Les nombres deviennent pour cette raison des multiples d'une unité de référence, puisqu'ils ne peuvent plus être les multiples d'une unité de base, d'une unité indivisible, d'une monade. Le mathématicien choisit une unité pour opérer des mesures, tout en sachant qu'il peut à n'importe quel moment en choisir une autre plus petite. Le nombre est ainsi le multiple d'une unité quelconque, d'une grandeur quelconque. Jusqu'au début du XXe siècle, les mathématiques restent donc une science des unités. Mais cette science des unités constitue depuis le XVIIe siècle un frein au développement des mathématiques. Progressivement, les mathématiques basculent d'une science des unités à une science des relations. Descartes introduit la géométrie des coordonnées. Les extrémités des intervalles deviennent plus importantes que les intervalles eux-mêmes. Le point, cet élément inétendu, ce zéro, cette grandeur nulle, devient un outil de repérage et de mesure. Leibniz invente la notion de fonction qui met en relation des objets mathématiques. 2 siècles plus tard, Cantor se sert de cette mise en relation pour dénombrer. Dedekind assimile les nombres irrationnels qui expriment des rapports entre des grandeurs incommensurables à des coupures, à des points qui séparent 2 ensembles de points. Les mathématiques deviennent ainsi définitivement une science des relations. Il ne s'agit plus de sommer des grandeurs, mais de relier des éléments dont la grandeur apparente ne revêt plus la moindre importance. Les nombres ne sont plus, pour ainsi dire, des multiples d'un, mais des multiples de zéro mis en relation. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, se produit par conséquent un second événement décisif pour la philosophie. Les mathématiques abandonnent le concept d'unité pour penser leur objet, ils se désubstantialisent, comme l'écrivent Cassirer et De Santi. Bannir l'unité, c'est bannir définitivement la grandeur, c'est-à-dire les temps. Tant que nous pensons le nombre à partir d'une unité de référence, d'une grandeur de référence, nous continuons à le penser à l'image d'un étant.
Pulvériser les grandeurs en grandeurs nulles, en points, conduit nécessairement les mathématiques à chasser l'étang. À l'orée du XXe siècle, le qualitatif est le dernier dépositaire de l'étang, de ces unités et de ces grandeurs non nulles dont les mathématiques ne veulent plus. Dans un tel contexte historique, résister au quantitatif, c'est consciemment ou non résister à penser l'être en tant qu'être. C'est refuser de cesser de penser avec l'étang. Expliquer un phénomène revient à rendre compte de la façon dont ces éléments sont reliés. Expliquer, c'est relier, c'est chasser les uns, les unités, les étangs, c'est quantifier. Plus que jamais, la dissociation entre le qualitatif et le quantitatif est la seule à pouvoir garantir la survie de l'étang pour penser le quid. Les philosophes du XXe siècle avaient encore plus de raisons que ceux de l'Antiquité de séparer le qualitatif et le quantitatif. J'arrive donc à Jankélévitch et Lyotard. Comme nous l'avons vu l'année dernière, la philosophie de Jankélévitch renonce explicitement à toute forme d'explication. Expliquer, c'est spatialiser pour Jankélévitch, c'est-à-dire adopter un point de vue utile et fictif sur les choses. Il importe au contraire de renouer avec la durée bergsonienne, cette totalité organique, mouvante, qualitative, hétérogène. Cette durée bergsonienne dépourvue de dimension numérique, non quantitative, ne se prête pas à l'explication. On ne sait que répondre, mais Achille triomphe de la tortue. Le mouvement, de fait, l'emporte sur le raisonnement qui le juge impossible. Zénon nous explique qu'Achille ne devrait pas rattraper la tortue, et pourtant nous observons qu'il y parvient. Selon Jankélévitch, le mouvement l'emporte sur son explication, sur sa décomposition en une infinité de positions successives qui rendent impossible la victoire d'Achille. La durée sans nombre de Jankélévitch l'emporte sur sa spatialisation scientifique ou langagière. Et de la même manière, le je ne sais quoi triomphe du je sais quoi. Le qualitatif prime sur le quantitatif. C'est pourquoi la philosophie de Jankélévitch est une philosophie de l'instant plus qu'une philosophie de la mémoire. Le bergsonisme est encore une philosophie de la mémoire, car il vise à rendre compte de la formation du présent à partir du passé. Il a encore trop lesté de spatialité. Jankélévitch avait sans doute remarqué que Bergson avait été contraint pour expliquer la formation d'intensité, la constitution d'images souvenirs, l'élaboration de perceptions à partir de la matière, la victoire d'Achille sur la tortue. Il avait été contraint d'introduire des différences de degré, de rythme, des additions, du quantitatif et du nombre. Mais le bergsonisme est incapable de concilier la durée et le nombre, le qualitatif et le quantitatif. Au contraire, il démontre à quel point ils sont inconciliables. Aussi, tous ces passages explicatifs présents dans le texte de Bergson devaient sembler insuffisants à Jankélévitch. Et c'est pourquoi il les a sans doute occultés, comme nous l'avions montré. Purifier le bergsonisme et adopter résolument une philosophie de l'instant, une philosophie de la qualité, une philosophie qui n'a plus rien à expliquer et qui n'a presque plus rien à décrire en dehors de la manifestation de la qualité dans notre expérience vécue. Je cite Jankélévitch. S'il n'y a presque rien à dire sur la quidité, peut-être les qualités de cette quidité se prêteront-elles à la description. Une philosophie quiditative, c'est entendu, et une philosophie presque sans contenu, mais la philosophie qualitative trouvera du moins quelque chose à se mettre sous la dent. Dans l'inhumain, Lyotard présente au premier abord une réflexion très proche de celle de Jankélévitch. Il s'agit pour lui de retrouver la singularité sensible en amont des médiations intellectuelles, des discours, des théories, des explications. Pour penser cette singularité sensible, cette qualité, cette occurrence, Lyotard recourt explicitement au bergsonisme. Je cite Lyotard, « Nuances et timbres sont des différences peu perceptibles entre des sons ou des couleurs qui sont par ailleurs identiques par la détermination de leurs paramètres physiques. » Fin de citation. Lyotard ne confond pas, à l'instar de Bergson et de Jankélévitch, la ressemblance qualitative et l'identité. Le bleu n'est pas tel ou tel bleu de référence ou telle fréquence de lumière. Le bleu est cette ressemblance entre tous les bleus qui préserve chacune de ces nuances. C'est une ressemblance qui ne rend pas homogènes les éléments qui se ressemblent. Le langage ordinaire nous invite à négliger les nuances. Nous parlons des chaises sans nous préoccuper des spécificités de chacune. Et lorsque nous essayons de décrire les caractéristiques de l'une d'entre elles, nous la comparons à d'autres. Nous disons qu'elle est bleu marine, en plastique, comme si tous les bleus marines, toutes les textures plastiques produisaient sur nos sens le même effet. Il faut au contraire pour Lyotard demeurer à l'écoute de chaque nuance, de chaque timbre. Comme l'écrit Jacob Rogozinski,
Ce que Lyotard s'efforce ici de réfléchir, c'est la singularité pure d'une saveur, d'une nuance, d'un éclat, la touche sensible ou son timbre, son grain charnel. Fin de citation. Toutefois, il ne s'agit pas pour Lyotard d'en rester à l'expérience de telle ou telle nuance affranchie de toute médiation intellectuelle. Il existe en vérité une ressemblance qualitative entre toutes ces ressemblances qualitatives. Lyotard vise au moins à expérimenter chaque occurrence l'une après l'autre, ou pour le dire comme Jean Kelevitch, chaque absolu relatif, qu'à préserver ce qu'il appelle la présence. Toutes ces qualités ont en commun d'apparaître, d'être un voici, et surtout d'être un apparaître non voulu. L'expérience artistique consiste à renouer avec une matière condensée, avec ces triangles de vibrations de lumière condensée dans la sensation de rouge. Cette condensation n'est pas voulue à proprement parler, elle est d'abord là. Ce n'est que dans un second temps qu'elle peut être utilisée pour tel ou tel fait organique, pratique, etc. En ce sens, Lyotard jugerait très certainement que la philosophie de Jean Kelevitch est encore trop romantique. L'écart entre Jean Kelevitch et Lyotard est le même que celui que ce dernier trouve entre les avant-gardes et le romantisme. En effet, nous trouvons encore dans la qualité chez Jean Kelevitch la présence d'un élan vital, d'une puissance de création, d'une volonté à l'origine de cette qualité. Or, pour Lyotard, et je le cite, les avant-gardes sont une issue à la nostalgie romantique parce qu'elles ne cherchent pas l'imprésentable au plus loin comme une origine ou une fin perdue. Fin de citation. Et il ajoute plus loin, sous le nom de matière, j'entends la chose n'attend pas qu'on la destine, elle n'attend rien. Fin de citation. En un certain sens, la philosophie de Lyotard libère définitivement le bergsonisme de toute forme d'explication. À la différence de celle de Jean Kelevitch, elle ne souhaite même plus expliquer la qualité par une puissance créatrice. Sa volonté de renouer avec la présence sublime d'une chose qualitative dépourvue de sens et de volonté l'atteste. Elle achève ainsi ce mouvement qui vise à éliminer toute forme d'explication du bergsonisme. Elle libère la matière-qualité de toute destinée pratique, économique, technoscientifique ou même romantique. C'est pourquoi elle reste le signe le plus radical de l'opposition entre le qualitatif et le quantitatif, dans une époque où le quantitatif est devenu une science des relations, et pour cette raison, le domaine exclusif de l'explication. Qu'en est-il de la philosophie de Deleuze? La découverte des grandeurs incommensurables durant l'Antiquité a conduit les mathématiques à passer d'une science de l'unité à une science des unités. Une science de l'unité, la modane, à une science des unités quelconques. Les unités quelconques, que l'on peut toujours remplacer par d'autres unités plus grandes ou plus petites, se sont substituées à la monade pythagoricienne. Nous avons vu que cette révolution a eu pour conséquence de favoriser l'apparition de l'idée de l'infiniment petit. Cette dernière a entraîné en philosophie une profonde méfiance à l'égard de l'état, des apparences, de tout ce qui apparaît à une conscience. Comment pourrions-nous connaître ce qu'est le quid, l'essence des choses, si toute image du quid, toute image de cette essence, se désagrège sans fin en une image plus petite? L'être ne pouvait plus être semblable à un étant. Il est alors devenu un être en tant qu'être, un être non étant. Nous pouvons savoir qu'il existe, mais nous ne pouvons déterminer ce qu'il est. Les atomistes ont été les premiers à essayer de résorber la coupure entre l'être et l'étant en dissociant les objets physiques et les objets mathématiques. Ils ont ainsi inauguré la coupure entre la qualité et la quantité. Mais tous les philosophes n'ont pas cherché à rétablir les droits de l'étant en pensée l'être. Certains ont préféré prolonger la thèse de Parménide. Ils ont tâché de saisir de quelle manière cet être insondable dans son contenu parvient à produire l'étant. Anaxagore est le premier à avoir réalisé un tel projet. L'être est une multiplicité pure, un ensemble d'éléments qui ne se ressemblent en rien. Naturellement, il est impossible de percevoir ou d'imaginer un tel ensemble. L'étant se constitue toujours d'éléments qui se ressemblent et qui diffèrent. Deux objets fort différents se ressemblent au moins dans le sens où ils sont des objets. Par conséquent, un être tissé d'éléments uniquement différents est un être en tant qu'être et non un étant. Toute la question est de savoir de quelle façon cette multiplicité pure acquiert de la ressemblance et devient un étant. La solution d'Anaxagore est de postuler l'existence d'un second non-étant. L'intellect, porteur de la ressemblance pure. L'intellect introduit de la ressemblance pure dans le divers pur est l'étant né de cette rencontre. On connaît la postérité de cette idée que nous retrouvons sous d'autres formes chez Platon et Kant. Mais l'essentiel est de remarquer que la philosophie de Deleuze renverse le platonisme en renversant au final la solution d'Anaxagore. Deleuze admet la coupure entre l'être et l'étant et fait de l'être en tant qu'être un divers pur. Il l'appelle la différence. Cependant, il n'introduit pas de second être en tant qu'être. Il recourt aux seules différences pour engendrer l'étant. Dans Différence et répétition, Deleuze emprunte en effet une idée essentielle au philosophe Salomon Maïmon. Ce dernier a tout à fait saisi à la fin du XVIIIe siècle
que le calcul infinitésimal repose sur la mise en relation de deux différentiels, deux grandeurs qui décroissent sans fin. Autrement dit, la relation entre deux éléments absolument différents suffit à engendrer la convergence vers une valeur. Pour le dire comme Deleuze, la déterminabilité génère la détermination, c'est-à-dire une certaine différence, une certaine relation entre éléments différents produit une certaine ressemblance. Nous comprenons à quel point l'apparition du concept de relation en mathématiques est décisif pour la philosophie deleuzienne. C'est grâce à celui-ci qu'il saisit qu'il n'a plus besoin d'introduire un second être en tant qu'être pour expliquer la production de l'étant à partir de l'être en tant qu'être. L'explication ne nécessite plus autre chose que le divers pur. Anaxagore, Platon, Kant n'y auraient jamais songé. Cependant, il ne faudrait pas croire que pour Deleuze, les mathématiques offrent la possibilité de penser l'être en tant qu'être. Je le cite, « Ce qui est mathématique, ou physique, ou biologique, ou psychique, ou sociologique, ce sont les solutions. » Fin de citation. Il remarque que ces derniers, les mathématiques, cherchent toujours à attribuer à la différence pure, une valeur. Un nombre mathématique s'apparente pour Deleuze à un rapport entre deux grandeurs commensurables, à une quantita, c'est-à-dire à un rapport entre deux étangs composés d'un temps. On retrouve en gros pour Deleuze dans l'idée de nombre, l'idée qu'elle a eue juste après la découverte des grandeurs incommensurables. En d'autres termes, c'est le philosophe qui détecte au sein du calcul infinitésimal la source de ce calcul, la trace de l'être en tant qu'être, la trace de la différence. La quantité mathématique, la différence de degré, ne doit pas être confondue chez Deleuze avec la différence, avec ce qu'il nomme la quantité intensive. De la même manière, la qualité bergsonienne contient toujours une forme de ressemblance pour Deleuze. La différence de nature n'est pas plus que la différence de degré, l'être de la différence. Certes, Deleuze prolonge le bergsonisme dans la mesure où il ne cherche pas à concilier la quantité sensible et la quantité mathématique, c'est pourquoi il est réparti. Il dispose les différences de degré d'un côté et celles des qualités de l'autre, mais il les considère l'une et l'autre comme les effets de la différence. C'est pourquoi la critique bergsonienne, et là je le cite, c'est pourquoi la critique bergsonienne de l'intensité semble peu convaincante. Elle se donne des qualités toutes faites et des étendues déjà constituées. En résumé, je résume un peu l'ensemble de cette intervention, durant l'Antiquité, les mathématiques passent d'une science de l'unité à une science des unités. Ce premier événement résulte de l'apparition des grandeurs incommensurables. Il entraîne la découverte de l'infiniment petit. Celle-ci favorise en philosophie la formation de la distinction entre l'être et les temps. Puis, pour éviter cette distinction, pour continuer à penser l'être avec les temps, les atomistes inaugurent la différence entre les objets physiques et les objets mathématiques, entre le qualitatif et le quantitatif. Toutefois, les mathématiques demeurent une pensée explicite de l'étant. Il reste une science de l'étant quelconque, des rapports entre grandeurs commensurables. Il s'agit toujours pour eux de rabattre les rapports entre grandeurs incommensurables sur des rapports entre grandeurs commensurables. Il est vrai qu'à partir du XVIIe siècle, ce rabat soulève de plus en plus de difficultés, mais il faut attendre Cantor et de Durkheim pour que les mathématiques deviennent une science des relations et s'affranchissent définitivement des concepts d'unité et de grandeur. Cela ne signifie pas que les mathématiques deviennent une science de l'être en tant qu'être. Cela veut dire que la question de la nature ou du contenu des objets mathématiques a tendance à s'effacer des mathématiques elles-mêmes. Relier, c'est expliquer, mais c'est en même temps ne plus se soucier véritablement de la nature des objets que l'on met en relation. Il ne faut donc pas s'étonner que dans un tel contexte, le bergsonisme ait incarné une philosophie qualitative de l'explication dont il fallait à juste titre se débarrasser. Le bergsonisme représentait la thèse selon laquelle la qualité pure, dépourvue de dimension quantitative, pouvait être du côté de l'explication. L'esthétique de Lyotard ou la philosophie de Deleuze sont des philosophies post-bergsoniennes dans l'exacte mesure où elles commencent par rejeter une telle thèse. L'esthétique de Lyotard choisit plus radicalement que celle de Jankélévitch la qualité contre l'explication, contre toute forme d'enchaînement. La philosophie de Deleuze réintègre la quantité et en accepte la conséquence. La différence, la quantité intensive, sera un non-étant, un être en tant qu'être. Il existe donc deux façons d'être post-bergsonien, deux manières d'élaborer une nouvelle philosophie, en commençant par une critique légitime du bergsonisme. Penser l'être avec les temps et renoncer à l'explication, Lyotard. Réintroduire la quantité et ne plus penser l'être avec les temps, Deleuze. Pour conclure, nous souhaitons rappeler que le bergsonisme n'est pas la philosophie bergsonienne. Jaurès, Bachelard, Canguilhem, Jankélévitch ou Deleuze ont dénumérisé la durée bergsonienne et popularisé l'image d'une durée sans nombre.
En vérité, comme nous l'avons vu l'année dernière, Bergson a voulu inventer dès le départ une durée nombre, un nombre spécial, non mathématique, qui concilie qualité et quantité. Certes, le bergsonisme est mort, les post-bergsoniens, et en un certain sens le XXe siècle, dans son ensemble, ont eu raison de lui. Le bergsonisme est donc derrière nous, mais il se pourrait que la philosophie bergsonienne soit devant. Je vous remercie. Bon, merci pour cette construction oppositive de Deleuze et Lyotard sur fond d'une histoire de l'être, dont le véritable enjeu est finalement de sortir du bergsonisme. Et j'ouvre la discussion. Claire. Merci beaucoup. C'est pour avoir une précision parce que il y a quelque chose que je n'ai pas tout à fait bien compris concernant Lyotard, ou peut-être je ne partage pas tout à fait le diagnostic du choix de la qualité contre l'explication. Il y a deux choses. D'abord, j'avais l'impression que, moi, pour le dire mal, dans l'économie libidinale, c'était au contraire l'investissement de la qualité qui servait à refuser le modèle explicatif et critique. Que, là, ce qui comptait, c'était combien les choses elles sont investies, combien il y a de flux, donc c'était vraiment une sorte de promotion de la quantité, et avec ce rejet du jugement. Alors c'était la première chose que je ne comprenais pas très bien dans ta présentation de lyotardien de la qualité. Et puis le deuxième, c'est même quand il abandonne ça et qu'il fait renonce un peu à cette économie libidinale, moi j'avais l'impression que toute la pensée du l'arrive, de l'événement et surtout de l'affect, c'était quand même une tentative pour se rendre passible au quod avant le moment de la détermination qualitative du quid. Alors du coup, j'ai l'impression que là aussi il y avait quand même une sorte d'attention alors c'est un type particulier de quantité, mais du coup ta présentation m'étonnait un tout petit peu. Voilà, peut-être j'ai besoin d'un peu d'éclaircissement. D'accord. Peut-être ce qui a été source de confusion, c'est que j'ai pris le mot quid au sens de Jankélévitch. Je n'ai pas du tout pris au sens de Lyotard. Voilà. Je dirais le quid pour Jankélévitch, ça serait presque le quoi de chez Lyotard. C'est vraiment voilà. Non, je pense peut-être qu'il répond à votre surprise. Ce qui m'a frappé, moi, chez Lyotard, c'est l'importance qu'il accorde, enfin, cette chose qui est constat chez lui, de dire que la philosophie est là pour témoigner de l'incommensurabilité de la pensée, toujours avec l'être. Et quelque chose qui m'a beaucoup frappé chez Lyotard, c'est la différence qu'il y a entre discours et figure et ses derniers textes. Discours et figure où il y a encore cette présence du désir, d'une forme de volonté ou de fiat, comme dirait Jankélévitch, alors que vers la fin, on va vraiment vers quelque chose d'une saisie de cette matière immatérielle, comme il dit, dépourvu ce pur non-sens. Et il me semble qu'il a une trajectoire où il radicalise complètement la philosophie de Jankélévitch, et il accomplit, j'ai presque envie de dire même, il accomplit complètement la prise de conscience que le qualitatif n'était pas conciliable avec ce que j'appelais l'explicatif. Je m'explique sur l'explicatif chez Lyotard. Je dirais que pour Lyotard, la forme de l'explicatif, c'est l'enchaînement. Donc en fait, si vous allez dès que vous commencez à enchaîner la qualité à quoi que ce soit, et même à une volonté, déjà ça devient déjà suspect, j'ai envie de dire, vous voyez. Donc je pense que cette espèce de trajectoire de Lyotard au sein de sa propre philosophie, c'est ce qui expliquerait peut-être que je me place plus dans l'idée qu'il y a une... Peut-être que Lyotard est encore trop romantique au début, j'ai envie de dire, voilà. Cette déromantisation de Lyotard a été pour moi très intéressante parce que je l'aperçois comme un signe même de l'histoire des mathématiques elles-mêmes. Et de la relation que la philosophie entretient avec les mathématiques, soit de manière consciente, soit de manière complètement inconsciente. Et je pense que le bergsonisme était en philosophie le nom de ce bouleversement qui s'est produit à la fin du XXe siècle et qui a fait que la qualité s'est trouvée complètement dépossédée de toute forme d'explication. Du fait même que la mathématique devenait science des relations. Corinne. C'est dans le même sens que Claire. C'est-à-dire que, et là, la réponse que vous lui faites, c'est-à-dire que j'ai au contraire le sentiment que le premier Lyotard, loin d'être romantique et encore attaché à la qualité, est au contraire en train de défendre la quantité
parce que son inspiration n'est pas jantélévitchienne, mais freudienne, et que pour lui, le processus primaire, pulsion mort, veut dire absence de qualité, c'est-à-dire pure quantité intensive, et là-dessus, est assez proche de Deleuze. Et que la qualité arrive au contraire plus tard, mais que, comme Claire vous le dit, la qualité, comme vous l'avez dit, la qualité a certes à chaque fois une occurrence singulière, mais que nous savons ce qui intéresse le tas, c'est le voici qui est commun à toutes, et le voici qui est commun à toutes, précisément, ce voici n'a aucune qualité. C'est ça le proche qu'on a vu, n'a aucune qualité. Donc on tombe dans un zéro, et un zéro donc, qui serait une espèce de quantité nulle, mais qui n'est justement pas un zéro de la relation, mais un zéro quand même. Et donc pas une qualité. Donc, je ne pense pas qu'il y ait le mouvement que vous avez indiqué. Oui. Ah bah ça, c'est la question que je me suis posée tout le temps en Lyotard, c'est en gros, est-ce que son code, il faut le penser comme un non-étant ou comme un étant? C'est-à-dire, est-ce qu'on le pense sous le modèle jankélévitchien de l'absolu absolu, c'est-à-dire de ce que je disais, le bleu qui conserve toutes ces nuances, qui a une ressemblance qualitative, etc. Ou est-ce que ce voici se pense comme un non-étant? Ça, c'est une vraie question. Moi, j'ai tendance plutôt à dire l'inverse, voilà, je l'assume complètement. J'aurais tendance à dire parce que je me dirais, si vraiment on assigne à l'étant, enfin, à la présence, un non-étant, j'aurais toujours tendance à croire qu'il y a déjà un enchaînement. C'est-à-dire qu'il y a déjà une volonté d'expliquer les temps par quelque chose qui les passe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect de l'occurrence, parce qu'il dit quand même, quand il parle de la peinture, il dit quand même la manifestation de la présence, elle se fait en laissant être l'occurrence. Et ça je trouve que c'est une formule, moi je trouve plus jankélévitchienne que deleuzienne, mais bon, c'est une discussion qu'on pourrait avoir sur les textes, voilà. C'est-à-dire que la matière à chaque fois a une singularité en tant qu'occurrence. Oui, en tant qu'occurrence, oui. C'est pour ça que je le vois plutôt comme ça, mais c'est une question que je me suis posée tout le long. En tout cas, question. Parce que d'un autre côté, moi je suis supposé vous dire qu'on va avoir une photo de groupe. il faut continuer à questionner. Bon, d'après un de mes chefs, il faut continuer à questionner. Alors est-ce que vraiment il n'y a aucune question? Alors s'il n'y en a pas, moi, la question que je voudrais... Ah, pardon. Nathalie Coulier. L'association que vous avez faite dans l'Antiquité entre l'opposition qualitatif-quantitatif et sensible et intelligible. Vous avez associé, si j'ai bien compris, l'intelligible et quantitatif. Alors moi, il me semble que l'opposition, c'est plutôt une opposition entre la diversité psychique et du sensible et l'unité du côté de l'intelligible, mais cette unité, elle n'est peut-être pas à comprendre uniquement en termes quantitatifs. Oui. Ça peut être une unité qui permet de donner une mesure, et de donner une mesure de la diversité du sensible, mais cette mesure aussi n'est pas purement quantitative, elle peut avoir un sens moral, par exemple. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Mais disons que il y a juste une chose, entre guillemets, que si j'avais à reprendre ce texte, je le referais. C'est que l'intelligible et le sensible, vous pouvez le penser de deux manières. Soit vous le pensez comme l'opposition entre le divers pur et la ressemblance pure. Donc là, c'est vous le pensez de manière parménidienne. C'est le divers pur, c'est l'autre et le même chez Platon. Soit vous avez la version, j'ai envie de dire, plus atomiste ou post-atomistique, c'est-à-dire celle qu'on va plus retrouver chez Aristote, c'est-à-dire entre l'intelligible et le sensible, c'est-à-dire on va pourvoir deux étangs et on va les opposer, deux types d'étangs, deux natures d'étangs. Pourquoi raisonner ça aux mathématiques? Mais j'arraisonne ça aux mathématiques parce que quand vous regardez les grandes pensées de l'unité qu'il y a antérieurement à Parménide, il y en a plein, il y a Thalès, Héraclite, et ainsi de suite, toutes ces grands penseurs de l'unité, finalement, la question de la divisité infinie ne leur pose pas problème.
Vous ne trouvez absolument pas cette question. Et par contre, dans tous les présocratiques qui viennent après Parménide, et je pense que c'était dû au grand succès de son disciple redoutable, à savoir Zénon, la question de la division sans fin est récurrente. Et je pense qu'il est absolument impossible de comprendre, de percevoir que dans la pensée pratique, il y a comme un avant et un après. On a tendance à les prendre en bloc. Je pense qu'il y a une histoire de la pensée présocratique elle-même. En tout cas, il y a une bascule entre avant Parménide, ou plutôt même avant Zénon et la popularisation des problématiques liées à la divisité infinie, et après. Voilà. Donc la question de l'unité, effectivement, on peut la rattacher à plein d'autres significations que des significations mathématiques, mais je pense que ça serait négliger ce basculement. On ne peut plus penser l'unité de la même manière après les paradoxes de Zénon, c'est-à-dire après la découverte des grandeurs incommensurables. C'est plus possible. Et je pense que la philosophie est le signe tout à fait de ça. Alors, dernière question, Gianni. C'est une question assez analogue à ce que vous posez, mais moi, si je pose les questions, en fait, et vous l'avez un peu développé, mais c'est la manière de lier continu et discret à la distinction état-être, là où en fait on pourrait penser que déjà dans les mathématiques, en fait c'est une distinction entre deux êtres différents, qui détermine à l'intérieur de mathématiques l'extension entre géométrie et arithmétique, en gros. C'est pourquoi la lier à la distinction étant-être, et pas penser deux êtres différents avec des rapports différents à deux états différents, deux types d'identité différents. Et ça m'étonne d'autant plus, cette association, que ça vous sert à importer le problème de l'extension entre être et temps dans la philosophie délésienne, qui est au fond un peu étrangère dans ça. Elle la traite par rapport à Heidegger, mais il passe très vite là-dessus. Ça semblerait pas exactement un problème délésien. Donc voilà. Alors pourquoi l'avez importé ? En fait, cette intervention est d'une surprise. Je m'attendais à rencontrer un Lyotard plus heideggerien, ou plus mathématicien, du fait qu'il est rattaché traditionnellement à l'histoire de la philosophie analytique, et je m'attendais en attaquant un Deleuze à trouver un Deleuze très bergsonien. Voilà. Bon, j'ai trouvé tout l'inverse, en fait. Je trouvais un Lyotard de manière étonnante. J'avais des a priori lourds sur les deux auteurs, et au contact du texte, j'ai été mené à renverser l'opposition. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre très vite à tout cela, mais d'abord sur Deleuze qui me paraît le plus intéressant. Deleuze, souvent on compare la différence chez Deleuze à la différence hétérogène chez Bergson. Mais je pense que si on fait ça, c'est qu'on occulte tous les textes où il dit le contraire. Et en plus, les textes de Deleuze sont très clairs là-dessus, la différence pure est dépourvue d'identité de ressemblance. Or, chez Bergson, la différence hétérogène n'est jamais dépourvue de ressemblance. Et vous savez ça très clairement dans l'essai sur les données immédiates de la conscience au second chapitre, c'est réaffirmé dans Matière et Mémoire, car l'idée d'une différence pure, ça n'existe pas chez Bergson, tout simplement parce que c'est absolument, il n'y a pas d'expérience d'une différence pure. Même si vous voyez des couleurs très différentes, elles auront moins une ressemblance en tant qu'elles sont des couleurs. Donc, l'idée d'une différence pure, pour moi, ça réintroduit la différence entre l'être et l'étant. Et d'ailleurs, quand on regarde chez Anaxagore ce qu'est le premier être en tant qu'être, c'est le divers pur, qui ensuite est rattaché à un second être en tant qu'être. Donc je trouve que réintroduire la distinction entre l'être et l'étant chez Deleuze me pose nullement de problème. Après, pour répondre sur la question des grandeurs discrètes et des grandeurs continues, pourquoi je les rattache ? Mais parce que l'opposition entre grandeur discrète et grandeur dite continue, ça n'a de sens, j'ai envie de dire, que tant que vous n'êtes pas... Quand le jour où vous comprenez que vous n'êtes plus capable de faire une arithmétisation de la géométrie. Mais pour comprendre ça, il faut être déjà après les grandeurs incommensurables. Qu'est-ce qu'une grandeur pour Pythagore, j'ai envie de dire ? C'est un ensemble de sous-grandeurs de base. C'est un ensemble de monades. Alors qui sont certes collés, à la différence des de grandeurs distinctes qui sont plus détachées, ou des schémas où on voit les monades dans le tétractys toutes disjointes, etc. Mais pour Pythagore, ça ne poserait pas grand problème de dire qu'il y a du discret et du continu, il faudrait faire coller, j'ai envie de dire, les monades. Je pense qu'en mathématiques, la véritable opposition entre discret et continu devient véritablement, comme vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous, quelque chose qu'on ne peut plus ignorer à partir des grandeurs incommensurables. La question, c'est pourquoi rattacher ça à être et temps. Mais parce que ce qui m'intéresse, c'est comment la philosophie s'est nourrie de ça. Parce que, en gros, ce qui m'intéresse beaucoup dans mes recherches, c'est de savoir comment l'histoire des mathématiques et de ces gros bouleversements a une incidence sur la philosophie, même chez des philosophes qu'on croit complètement déconnectés de l'histoire des mathématiques. Des philosophes que des fois, comme Jean Kelevitch, qu'on critique en disant que c'est de la poésie, etc. Ce que j'essaie souvent de montrer, c'est que non,
Quand on choisit le règne du qualitatif, c'est pas parce qu'on est ignorant de mathématiques ou qu'on déteste les mathématiques, qu'on a fait trop de mathématiques quand on était petit. C'est des choix philosophiques qui renvoient à des contextes historiques et mathématiques précis. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai tenu absolument à rattacher, à montrer que l'histoire des mathématiques provoque des bouleversements en philosophie, qui ensuite ont leur propre autonomie. Je ne dis pas que vous allez lire la philosophie dans ce type de bouleversement. Et quand vous avez l'être en tant qu'être et les temps, en fait, cette coupure, où il y a une diversité de philosophies possibles dessus. Voilà. De la même manière, une pensée de la qualité, il y en a 1000 manières de l'aborder. Mais il y a quand même, je pense, une origine commune là, quelque chose qui a été une occasion pour la philosophie de se développer, de s'évanouir et de se renouveler à la suite du deuxième bouleversement qui a été pour moi la fin du XXe siècle, l'apparition de l'idée que les mathématiques sont une science des relations, avec le concept de transfini chez Cantor, en fait, tout ce dont a parlé Jean-Michel Selansky. Comme on a eu 2 questions au-delà de la dernière question, on peut peut-être considérer que maintenant c'était la dernière question.